Est-ce que ce bout de plastique vous dit quelque chose? Sûrement pas, et pourtant vous avez devant vos yeux la toute première console de jeux vidéo au monde, sortie en 1972, la Magnavox Odyssey. Avec son design futuriste pour l'époque et ses 28 jeux disponibles, il est là le futur du divertissement. Bon, après, parler de futur c'est discutable quand la console ne permettait d'afficher que 3 carrés blancs simultanément à l'écran, et même si avec la machine étaient fournies quelques feuilles transparentes à mettre par-dessus notre télé, il fallait quand même faire bien preuve d'imagination à l'époque pour se dire que le jeu vidéo serait le futur du divertissement. Pourtant, une entreprise japonaise alors bien implantée dans le marché du jouet depuis une dizaine d'années va croire en l'innovation que le jeu vidéo peut apporter. Cette entreprise, vous l'aurez compris, c'est Nintendo, et ils vont entre 1977 et 1980 sortir 4 consoles de salon qui permettront à l'entreprise de mettre les pieds dans cette jungle alors très peu explorée, celle du jeu vidéo. Aujourd'hui, j'avais donc envie de vous parler des premières consoles de salon créées par Nintendo, bien longtemps avant la conception de la Famicom. À des années-lumière de réaliser ce que l'univers du jeu vidéo allait devenir, Nintendo a sorti une collection de consoles appelée Color TV Game, et leur histoire est fascinante. Avant toute chose, parlons rapidement de l'origine de Nintendo. J'en ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne il y a plus d'un an, donc je vais ici seulement effleurer la surface. L'entreprise Nintendo a été créée en 1889, et c'était à l'époque une entreprise fabriquant des cartes à jouer, plus précisément un jeu traditionnel japonais appelé Hanafuda. Ils se sont vite diversifiés dans les années 60 pour devenir fabricants de jouets, et créer certains grands succès comme le Nintendo Ultra Hand, une sorte de pince extensible, qui a même eu droit à son jeu WiiWare d'ailleurs. Et c'est en à peine une dizaine d'années que Nintendo s'était érigé au rang des grands noms des fabricants de jouets au Japon. Mais en voyant les promesses du marché du jeu vidéo, Nintendo a senti qu'il y a quelque chose à exploiter dans ce domaine. Ils ont d'abord commencé dans le domaine de l'arcade, avec un simulateur de tir au pigeon appelé Laser Clay System. Et c'est après quelques adaptations de ce simulateur que sort le proclamé vrai premier jeu créé par Nintendo, le EVR Race, en 1975. Dans ce jeu, qui n'a en réalité rien d'un jeu vidéo, on pouvait parier sur des courses de chevaux. Avec nos amis, on choisissait un cheval que l'on pensait voir gagner, et une vidéo se jouait aléatoirement. On était ensuite récompensé en fonction du résultat de notre pari. Et par la suite, ils ont été retenus par Magnavox pour éditer leur console au Japon, ce qui a pu leur donner une première idée de ce que ce marché peut leur apporter. Ils ont donc signé un accord avec ceux-ci pour pouvoir créer leur propre console de jeu. C'est donc le 1er juin 1977 que sort la première console de Nintendo sous le nom de Color TV Game 6, en collaboration avec Mitsubishi pour les composants internes à celle-ci. Et même si aujourd'hui Nintendo est applaudi pour l'originalité qu'ils ont donnée à leur machine ou leur licence, leur première tentative en tant que constructeur de console aurait été de faire un banal clone de Pong, appelé Light Tennis. Mais avant de parler gameplay, faisons un tour d'horizon de la machine. On a 2 molettes sur les côtés pour contrôler les raquettes, au centre on a tous les boutons nécessaires au fonctionnement de la console, et si on regarde en dessous de celle-ci, on se rend compte qu'elle fonctionnait avec des piles. Oui, une console de salon qui ne marche pas sur secteur. La console fait globalement assez cheap, elle est faite en plastique de mauvaise qualité, les molettes sont fragiles, mais c'est normal, puisque la Color TV Game 6 était vendue au prix de 9800 yens, soit environ 110 € selon l'inflation d'aujourd'hui. Et c'est sur cet argument de vente que va se faire toute la communication de la console, puisqu'elle est très abordable par rapport aux autres systèmes de l'époque. Autre argument de vente pour la machine, c'est le fait que les jeux sont en couleur. Et oui, toutes les consoles de première génération à leur sortie ne proposaient que des jeux monochromes en noir et blanc. Nintendo arrive et propose pour la première fois une console de salon en couleur, mais seules 2 couleurs pouvaient être affichées simultanément à l'écran, pratique donc pour différencier Pong 1 de Pong 2. Parce que oui, les jeux justement. Comme son nom l'indique, la Color TV Game 6 contient 6 jeux, mais il s'agit plutôt de 3 jeux, volleyball, tennis et hockey, qui ont un mode avec une seule raquette et un mode avec 2 raquettes, malin pour doubler l'espérance de vie de leur console et la rendre un peu plus intéressante. Parce que fondamentalement, on a juste affaire à Pong avec quelques petites subtilités entre les jeux. Et même si les gens s'accordent à dire que la machine n'est pas très agréable à jouer avec ses 2 molettes collées à la console, la Color TV Game 6 s'est écoulée à plus de 360 000 exemplaires, faisant de cette console un véritable succès grâce à son prix très abordable, défiant toute concurrence. Mais derrière ce prix très abordable, il y a en réalité un plan dans la tête de Nintendo. Les Color TV Game 6 étaient vendus à perte pour attirer de nouveaux acheteurs, et une fois que ceux-ci auraient fait le tour des 6 jeux disponibles, soit 20 minutes de gameplay, ils se pencheraient alors sans doute sur la Color TV Game 15, la seconde console de salon de Nintendo, sortie un mois à peine après sa grande sœur. Elle était bien plus chère, disponible à 18 000 yens, soit environ 200 € aujourd'hui, mais elle avait beaucoup plus d'avantages que sa prédécesseur. Cette fois, on n'a plus 6 jeux mais 15.
On a 7 variantes de Pong disponibles en mode 1 raquette et 2 raquettes, et puis un autre jeu de Pong sous forme de shooter. Et cette fois, la machine fait beaucoup moins cheap. Avec ses manettes détachables et son plastique de meilleure qualité, on a vraiment l'impression d'avoir entre nos mains une version aboutie de la Color TV Game 6. Et la stratégie de Nintendo a fonctionné. Pas loin de 700 000 unités de Color TV Game 15 ont été vendues au Japon, ce qui est un succès phénoménal pour une console de salon de première génération. Et cette console aura même été rééditée en orange foncé, pour augmenter la taille de la manette et pour offrir une fonctionnalité pour stopper le défilement de la manette, pour garder le contrôle de sa raquette sans que la molette tourne à l'infini. Voilà donc les premiers pas de Nintendo en tant que constructeur de consoles, mais ce n'est pas fini. Ces deux consoles n'étaient pas très originales dans leur contenu, on parle de clones de Pong, mais Nintendo s'est beaucoup plus creusé la tête pour les consoles suivantes, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Un an après la sortie des Color TV Game 6 et 15, Nintendo revient en force avec la Color TV Game Racing 112. Après s'être attaqué à des jeux de raquettes, c'est maintenant au tour des jeux de course d'avoir leur adaptation par Nintendo. C'est vraiment la console la plus imposante de la gamme Color TV Game, puisqu'en plus du panneau de contrôle habituel, on y trouve un volant, un levier de vitesse et 2 contrôleurs. Et qui dit grande console dit grand nombre de jeux, et cette fois Nintendo a fait fort. Le 112 dans le nom fait bel et bien référence au nombre de jeux différents, même si ça reste une stratégie marketing puisque à chaque changement de réglage, que ce soit la difficulté ou la largeur de la route, on ajoute un jeu au compteur. On peut plus considérer qu'il y a une dizaine de jeux auxquels on peut appliquer différents réglages. Chaque jeu propose des objectifs différents comme parcourir la plus grande distance, éviter le plus de voitures, etc. Et à tout cela est ajouté un mode de joueur, dans lequel on délaisse le volant central pour jouer avec les petites manettes rangées à l'arrière de la console, et on a au final une console qui est très complète, surtout pour le prix, 12 500 yens soit environ 140 € aujourd'hui. C'est très peu quand on compare à la Coleco Telstar Arcade, la première console vendue avec un volant, vendue 100 $ à l'époque, soit 370 € aujourd'hui après inflation. Mais malgré toutes ses qualités et son prix assez bas, la Racing 112 aurait été la console la moins vendue de la gamme Color TV Game, avec 160 000 exemplaires vendus. Et pour finir sur cette machine, une petite anecdote sympa, il s'agit de la plus grande console de Nintendo, et peut-être du monde jamais fabriquée, avec ses 43 cm de long. Passons maintenant à la Color TV Game la plus emblématique, la Block Kozushi. Sortie en 1979, elle était vendue à 13 500 yens, soit un peu moins de 140 €. Son nom vient du mot japonais Kuzushu, qui veut dire casser, donc on peut imaginer que la console sera un jeu de casse-briques. Et en effet, le jeu contient 6 variantes du casse-briques. Oui, je sais que ça vous étonne, il n'y a pas 6000 variantes du casse-briques. Nintendo s'est calmé sur le nombre de jeux inclus, et ils ont donc préféré miser sur la qualité que sur la quantité, avec 6 jeux véritablement différents les uns des autres, et non pas un jeu avec 10 000 variantes. Le logo de Nintendo est également enfin visible sur la machine, ce n'était pas le cas sur les consoles précédentes. Ces libertés ont probablement été possibles puisque c'est la première Color TV Game à avoir été réalisée sans l'aide de Mitsubishi. Et oui, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est eux qui fournissaient les composants électroniques à Nintendo, mais maintenant ils ont enfin le contrôle total sur la construction de leurs Color TV Games. Et ils n'ont pas fait les choses à moitié pour fêter ça, puisqu'ils décident de faire appel à Shigeru Miyamoto pour se charger du design de la machine, qui promet donc d'être d'un confort optimal. Et c'est vrai qu'elle diffère pas mal visuellement des autres machines. Par exemple, on est revenu à la molette accrochée à la console, mais cette fois ce n'est pas dérangeant puisqu'il n'y a pas de mode de joueur. Son design respire les années 70, avec ses bords arrondis et sa couleur bien orange, bien flashy, avec un mélange de blanc et de noir pour le panneau de contrôle et les boutons. C'est vraiment réussi et, des retours que j'ai vus, la console est assez agréable à utiliser. D'autant plus que contrairement aux anciennes machines, on n'a pas besoin de lire le manuel pour comprendre comment il fonctionne. Son design est intuitif. Sur le panneau de contrôle, on a les 6 modes de jeu dessinés, que je vous détaillerai plus tard. On a 2 sliders, un pour sélectionner le mode de jeu, l'autre pour sélectionner le nombre de balles en jeu, un bouton reset et power, ainsi que, bien sûr, la molette pour contrôler la raquette et un gros bouton pour servir la balle. Le design est beaucoup moins confus que sur ses prédécesseurs, on est ici sur une console véritablement accessible, un point fort que l'on retrouve sur les consoles Nintendo encore aujourd'hui. Bon, les jeux maintenant. Vu qu'il n'y en a que 6, je peux me permettre d'être exhaustif, donc les voici. Les 3 premiers jeux sont des jeux de casse-briques classiques, c'est-à-dire servir une balle, casser des blocs et resservir une balle quand elle sort de l'écran, mais avec quelques nuances à chaque fois. On peut avoir une ligne de bloc en moins pour faciliter le jeu, ou même une ligne de bloc en dessous pour empêcher la balle d'être perdue. Dans ces 3 jeux, les points sont comptabilisés en fonction de la couleur du bloc que l'on casse, 2, 4 et 8 points par bloc. Dans le 4e jeu, on va devoir casser tous les blocs le plus rapidement possible, et pour ça, tous les coups sont permis. On a le droit à un nombre illimité de balles, et celles-ci ne vont pas rebondir au contact d'un bloc, mais elles vont les traverser pour en casser encore plus derrière, jusqu'à toucher le bord de l'écran.
Dans le 5e jeu, vous devez éliminer les 4 blocs roses en cassant le moins de blocs possible. Plus il y a de blocs restants à la fin, plus haut sera votre score. Et enfin, le 6e jeu est une combinaison des jeux 4 et 5. On doit casser tous les blocs roses le plus rapidement possible. Et voilà pour le contenu de cette Block Kuzushi. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est la console la plus représentée quand on parle des Color TV Games. Ici, pas de triche sur le nombre de jeux disponibles. Ils se sont vraiment creusé la tête pour en faire 6 véritablement différents les uns des autres. Et même dans son design, la console est très jolie, elle fait vraiment honneur aux futures consoles de Nintendo, bien plus à mon sens que les autres Color TV Games lui ayant précédé. Et voilà pour cette petite vidéo sur les Color TV Games. Il y a eu une dernière console de ce type, qui est un peu à part et qui s'appelle Computer TV Game, qui est un simple remake d'une borne d'arcade créée par Nintendo, la Computer Othello, mais elle reste assez anecdotique en plus d'être très chère. Et à propos des prix, il y a un aspect assez intéressant sur les Color TV Games. Tous les prix que je vous ai donnés dans la vidéo sont les prix fixés à la sortie des machines, mais Nintendo baissait quasiment systématiquement les prix au bout d'un moment pour augmenter les ventes de leurs consoles. Par exemple, la Block Kuzushi est passée de 13 500 yens à 8 500 yens. Et grâce à ces baisses de prix, ils ont pu défier toute concurrence et se faire un petit nom dans le monde du jeu vidéo au Japon, bien avant la Famicom. Et ces machines ont eu bien des références futures dans différents jeux de Nintendo, que ce soit avec des mini-jeux dans WarioWare ou des trophées dans Smash Bros. Vous avez sûrement déjà vu une machine de la gamme Color TV Game sans même savoir de quoi il s'agissait. C'était vraiment une super expérience de se replonger dans l'histoire de Nintendo avant les années 80.